Mon propos aujourd'hui va être de vous parler de tous ces travaux sur ce site néandertalien de la Ferracie. Alors, tout d'abord, je me représente juste brièvement pour vous montrer un peu en image ce que je fais réellement. Je ne suis paléoanthropologue, donc je travaille sur l'évolution humaine, sur l'anatomie des hommes préhistoriques et en particulier des néandertaliens. Typiquement, le spécimen que vous voyez dans mes mains ici sur la photo, c'est la Ferracie, un des spécimens néandertaliens les mieux conservés qu'on a la chance d'avoir au Musée de l'Homme. Et pour travailler sur ces fossiles humains, j'utilise en particulier les techniques d'imagerie. Et là encore, on a de la chance au Muséum. Nous disposons de cette grosse machine-là, qui est un microtomographe, qui nous permet de faire de l'imagerie à très haute résolution. Vous voyez sur ce côté gauche ici, cette image de crâne en 3D qui s'efface. Eh bien, c'est ce qu'on obtient grâce à ce genre d'équipement. C'est de l'imagerie qui est des milliers de fois de résolution plus précise qu'un scanner médical. Ça nous permet de détailler toutes les structures internes, tous les caractères cachés à l'intérieur des spécimens fossiles et donc de largement augmenter nos capacités d'analyse et notre compréhension de l'anatomie des spécimens fossiles et de l'évolution humaine. Donc le gros de mes travaux de recherche, c'est ça, c'est travailler sur l'anatomie interne, étudier toutes les petites structures cachées à l'intérieur des spécimens fossiles. Et pour ça, on a de la chance au Muséum d'avoir ces collections très riches de spécimens fossiles humains. Là, je vais vous présenter un cas un peu particulier de mes travaux, parce qu'on ne peut pas faire que du virtuel ou que de l'informatique dans son laboratoire. C'est bien aussi d'aller voir un petit peu au-delà, et c'est un travail sur le long terme. Finalement, ça fait un moment que j'ai débuté cet aspect-là de mes recherches, et qui concerne le site de la Ferracie. Alors, la Ferracie, vous le voyez ainsi situé en France, c'est en Dordogne. C'est un site archéologique qui est ouvert, qui est visible aujourd'hui, qui est même visitable. Il y a des visites guidées qui sont données dans ce gisement-là, et c'est un des sites majeurs, très importants de la préhistoire en France, parce qu'on a la chance d'y avoir un enregistrement archéologique qui est extrêmement grand. Et puis, c'est un site très important parce qu'il a été découvert il y a longtemps, à la fin du 19e siècle, et que depuis cette époque-là, il y a de nombreux travaux sur l'évolution, sur l'anatomie des spécimens fossiles, mais aussi autour des questions des comportements des humains préhistoriques, parce qu'on y a retrouvé beaucoup de spécimens néandertaliens. C'est un des sites qui a fourni le plus de fossiles néandertaliens. Et puis, associé à ces spécimens fossiles, différents indices, différents contextes qui laissent penser qu'il y a eu des comportements humains particuliers, d'enfouissement en particulier des néandertaliens. Et donc il y a cette question sans fin sur ces comportements, ces capacités humaines, ce qu'ils ont pu faire, et puis arriver à la fois à démêler ce qui est de la donnée archéologique, ce qu'on arrive réellement à observer, et puis les interprétations qui vont pouvoir en découler après. Et c'est pour ça qu'il y a un grand point d'interrogation rouge, parce que le débat est largement ouvert au sein de la communauté scientifique. On a du mal à se mettre d'accord, à la fois sur ce qu'on observe, pourtant ça ne devrait pas être le plus compliqué, mais surtout sur ce qu'on interprète et ce qu'on imagine des capacités des humains néandertaliens. C'est dans ce contexte-là, moi, que j'ai voulu mener un ensemble de travaux pour essayer de clarifier un peu les choses, ou au moins d'arriver à mettre des bases scientifiques solides, à étudier des données précises, et puis arriver au mieux à essayer d'interpréter ces données et essayer de faire qu'on soit un peu tous d'accord entre chercheurs sur ce qu'on observe et ce qu'on arrive à en dire. Donc le site de la Ferracie, un gisement important en Dordogne. En bas, vous avez une carte postale qui vous montre l'état du gisement avant même qu'il y ait des fouilles qui soient menées. Vous voyez, c'était sur le bord d'une route avec un remplissage sédimentaire qui est extrêmement grand. Une grosse couche de sédiments. C'est encore plus notable quand on a une vue d'ensemble du gisement. Là, vous avez une photo d'époque de 1895 qui vous montre en fait tout ce qui existe sur le site de la Ferracie. La Ferracie, c'est un site extrêmement particulier. Il y a plusieurs petits sites différents. Le petit abri, une grotte. La grotte est un peu dissociée, elle n'a livré que des niveaux du paléolithique supérieur, mais quand même un remplissage assez important. Et puis le grand abri, le site le plus grand en taille, le plus important pour les restes qu'il a pu livrer et qui est toujours visible aujourd'hui. Vous voyez, c'est l'ensemble de ce tas sédimentaire gigantesque ici. Alors, on ne se rend pas bien compte pour l'échelle, mais c'est donc ce qu'on voit ici aujourd'hui qui a été à moitié dégagé.
Ce site-là a été fouillé pendant longtemps, a livré de nombreux restes, et c'est ça aussi qui fait la richesse du site de la Ferracie, parce qu'on a des niveaux moustériens, donc tous les niveaux contemporains des Néandertaliens, et puis des niveaux... Alors, Châtel-Péronnien, c'est une couche qui est assez fine, qui mérite encore d'être étudiée dans le détail pour essayer mieux de comprendre ce qui a pu se passer à cette époque-là, et puis des niveaux du Paléolithique supérieur, en particulier les plus anciens, donc vraiment quelque chose d'intéressant avec une épaisseur archéologique vraiment grande. Les fouilles ont eu lieu pendant longtemps et à différentes époques. Les premières fouilles ont eu lieu de 1895 à 1922, et c'est pendant cette partie-là qu'ont été trouvés la majorité des restes, simplement parce que ça a été la période durant laquelle le site a été fouillé le plus rapidement. L'ensemble du trou que vous voyez... Pardon, je me suis trompé, voilà. L'ensemble du trou que vous voyez ici, qui est donc l'enlèvement de toute cette partie-là du remplissage, ça a été fait juste pendant ces 27 ans. Donc, ça a été assez rapide. Entre 1968 et 1973, des nouvelles fouilles ont été faites. En fait, l'objectif était surtout de nettoyer le site, parce qu'à partir de 1922, il avait été complètement abandonné, laissé en l'état, ce qui fait qu'il y avait des plantes qui avaient poussé un peu partout, ça s'était dégradé, il y avait des éboulements, c'était plus très beau. Et il se trouve qu'en 1974 était prévu un congrès international qui devait faire le tour des différents gisements archéologiques en Dordogne. Il devait s'arrêter à la Ferracie, donc il y a eu cette idée d'essayer de nettoyer le gisement, de le rendre visitable, propre et montrant l'ensemble des coupes. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cet état beaucoup plus net avec des murs en bas pour protéger, avec un toit en haut. C'est parce qu'il y a eu ces fouilles pendant 5 ans qui ont permis d'améliorer l'état du site. Et puis entre 2010 et 2014, des nouvelles fouilles pour essayer d'appliquer des techniques plus récentes, pour essayer de mieux comprendre les fouilles plus anciennes. Alors le site est important, je vous l'ai dit, parce qu'on y a trouvé énormément de restes humains, en particulier 7 squelettes néandertaliens, assez complets, dont ici en photo la Ferracie 1, le premier squelette complet néandertalien du site, bien conservé, et puis aussi un autre adulte et 5 squelettes partiels d'enfants, sachant que la Ferracie 8, le dernier, a été trouvé en 1973. Alors là, vous avez des photos d'époque du début du XXe siècle qui sont assez intéressantes pour voir les techniques de fouille, justement, du début du XXe siècle. Les fouilleurs travaillaient avec des outils un peu moins minutieux que ceux qu'on peut utiliser aujourd'hui. Ils utilisaient la pelle, la pioche, et la technique de fouille, plutôt que de fouiller carré par carré en descendant, était de faire des grandes tranchées, qui faisaient des tranchées plutôt larges à travers le remplissage, à la pelle, à la pioche, et puis ils enlevaient tout au fur et à mesure, en prélèvement les objets les mieux conservés, les plus beaux, les plus intéressants, ce qui fait que ça perdait une quantité d'informations importantes. Et puis, les découvertes majeures étaient faites dans ce contexte de fouilles un petit peu rapide, avec un aspect lié à la chance aussi de la découverte. C'est ce que vous voyez sur la photo de droite. Un os apparaît sur la paroi, c'est un des ossements d'un des squelettes des adultes de la Ferracie. En faisant la tranchée, ils sont passés à travers le bout de la jambe, des ossements ont été retrouvés, ce qui indiquait donc qu'il y avait un squelette derrière, donc il fallait essayer de fouiller plus précisément la suite du remplissage pour essayer de trouver le squelette. Donc forcément, ça limite la qualité de l'information scientifique qu'on va pouvoir obtenir, puisqu'on n'a pas un contexte très détaillé de ces découvertes-là. Et puis, ça se faisait extrêmement rapidement. Là, vous avez une illustration, justement, qui date de 1910, où tous les grands préhistoriens de l'époque sont là pour assister au dégagement du deuxième squelette de la Ferracie. Et c'était l'approche à l'époque, quand on avait identifié une découverte importante, on préparait le travail en dégageant le sédiment, en nettoyant bien la surface, on faisait venir tous les pontes pour qu'ils assistent au dernier moment au dégagement du spécimen fossile, un peu comme une grande fête. Alors sur le principe, c'est intéressant et c'est bien, mais ce qui fait qu'on perd une partie de l'information archéologique en travaillant de cette manière-là. Alors ça, c'est un premier travail qu'on a fait avec un certain nombre de collègues. Petit lapsus. Ce sont des squelettes, mais bien vivants, plutôt efficaces, et justement sur ce squelette très intéressant de la Ferracie 1, le propos était d'essayer d'en dire plus sur ce squelette-là,
trouvés au début du XXe siècle, donc il y a plus de 100 ans, essayer d'arriver à extraire de nouvelles informations. Là, vous avez justement un des blocs de sédiments prélevés à la Ferracie avec la tête du néandertalien. Alors la technique de fouille, je vous l'ai montré tout à l'heure, il faisait des coupes. Quand l'os était apparent, il y avait donc une coupe qui apparaissait. La technique était de dégager les 5 premiers mètres de sédiments qui étaient au-dessus. Pour la Ferracien, ça a pris juste un jour d'enlever les 5 mètres de sédiments qui étaient au-dessus. Un second jour permettait de nettoyer la surface où était le squelette. C'est pour ça qu'on a des photos en place du squelette. C'est le deuxième jour de travail. Et puis le troisième jour consistait à faire venir les pontes, regarder un petit peu, et puis enlever des blocs dans du plâtre pour pouvoir les amener au muséum pour faire le dégagement un petit peu plus fin. Là, les images que vous avez, l'image que vous avez là, ça vous montre le plâtre qui contenait la tête de la Ferracien. Ici, vous avez la mandibule. On voit le corps de la mandibule et quelques dents. Et puis ici, la boîte crânienne de la Ferracien avant son dégagement. Voici à nouveau à gauche la même photo, et puis en bas à droite, une photo en cours de dégagement. Vous voyez qu'ils ont bien descendu le remplissage. La mandibule que l'on observait en haut à gauche, bref, apparaît ici clairement bien dégagée, et puis la boîte crânienne est ici préservée. Et puis quand on continue comme ça, on arrive à la dernière étape avec la tête extrêmement bien conservée, le cou, donc une conservation très très bonne de ce squelette-là. Alors l'aspect magique de ces photos-là, c'est qu'on voit le travail presque en cours. On ne peut pas dire en direct ni avec tout le détail, parce que malheureusement, on a juste quelques photographies qui nous montrent les différentes étapes. L'intérêt, c'est qu'on voit bien l'état de conservation de ce spécimen-là. C'est important aussi de se rendre compte qu'un corps aussi bien conservé, c'est quelque chose d'exceptionnel pour des périodes aussi anciennes. Là, on a toutes les vertèbres qui sont en connexion anatomique, la tête en position. Donc, ce sont vraiment des indices qui montrent un enfouissement extrêmement rapide. La limite qu'on a avec ces informations-là, c'est que vous avez devant vous 100% des informations qui nous restent du dégageant de ce spécimen-là. On n'a pas retrouvé de notes, d'informations sur la manière dont avait été fait ce dégagement. Donc malheureusement, on a perdu tout ce contexte-là de petits dégagements fins de cet individu. Néanmoins, on a pu mener un ensemble d'analyses différentes, étudier les ossements un par un, essayer de regarder les différentes fractures, caractéristiques anatomiques. Alors par exemple, en haut à gauche, on a observé une pathologie sur une côte. En haut à droite, une clavicule qui avait une forme un petit peu particulière, une des deux clavicules. Et grâce à l'imagerie, on s'est rendu compte que sa forme particulière était liée au fait qu'elle s'était consolidée de manière un petit peu difforme, pas tout à fait en position, suite à une fracture. Mais une fracture qui est tellement discrète sur la surface externe de la clavicule qu'on ne l'avait jamais observée avant d'en faire de l'imagerie. Ça, c'est un aspect intéressant d'ailleurs pour expliquer ou pour illustrer les capacités de ces humains à l'époque. Ils avaient quand même les compétences pour, quand un des leurs avait une fracture, réduire la fracture, repositionner, immobiliser jusqu'à temps que ça cicatrise et que ça ne laisse pas de marque externe. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce qu'évidemment, ils n'avaient pas toutes les capacités opératoires qu'on peut avoir aujourd'hui, ni tous les médicaments qui peuvent nous aider à faire ce genre de choses. Donc c'était un indice intéressant sur les comportements de ces néandertaliens. Et puis dans les autres informations de détail, alors je vous disais que notre microtomographe nous permettait d'obtenir de l'imagerie à très haute résolution. Vous en avez l'illustration en bas à gauche avec ces petits objets bleus qui peuvent paraître un petit peu particuliers en termes de forme. En fait, ce sont les osselets. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Vous voyez en bas, c'est l'étrier. L'étrier fait 3 mm sur 3 mm. Donc vous imaginez ce que ça représente, 3 mm sur 3 mm. Et on a pu les observer parce qu'ils étaient conservés à l'intérieur du crâne fossile, piégés dans le sédiment. Et grâce au microtomographe, on a une telle résolution qu'on arrive à reconstruire en 3 dimensions ces petits objets qui font quelques millimètres et les décrire. Alors évidemment, c'est juste une toute petite partie anatomique, mais c'est intéressant. C'est le genre de zone anatomique qu'on n'arrivait pas à étudier auparavant. Quand on fait des fouilles, même très minutieuses aujourd'hui, il est assez rare de repérer les osselets. L'os qui fait 3 mm sur 3 mm, c'est tellement fin, tellement fragile qu'il faut déjà qu'il soit conservé. Et puis quand on est en train de fouiller, même tout doucement, qu'on arrive à le repérer, c'est assez rare. Heureusement, grâce à l'imagerie, on arrive à documenter largement plus ce genre de choses. Et puis en bas à droite,
Alors là, c'est une approche un petit peu différente qu'on a eue de ce spécimen-là, liée à la chance que quelques morceaux avaient été conservés dans les collections, des morceaux de sédiments et de restes de faune. Je vous ai montré au début que le squelette avait été enlevé du site en gros blocs dans du plâtre. Eh bien, quand ils ont fait le dégagement de ces gros blocs et qu'ils ont nettoyé les restes humains, ils ont conservé quelques morceaux de sédiments. Ah, ça peut paraître pas très utile au premier abord, et finalement, pour nous, c'est très intéressant parce que maintenant, on a des méthodes de datation qui arrivent sur des sables, sur différents matériaux, à calculer l'âge du sédiment, ou en tout cas l'âge, le dernier moment auquel ce sédiment a vu la lumière du jour. Alors évidemment, on fait ça en chambre noire, c'est une technique un petit peu particulière, ce n'est pas la technique de datation la plus précise de toutes. Néanmoins, c'est très intéressant parce que ça nous donne une indication indirecte sur l'âge du corps, puisqu'on a l'âge du moment où il a été enfoui à l'intérieur du sédiment. Donc ça, c'était une approche intéressante qu'on combine aussi avec des datations obtenues sur les ossements, et on a tout un travail en cours sur les restes de faune associés, justement pour mieux comprendre l'âge de l'Aféracien. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important, parce qu'évidemment, quand on faisait des fouilles il y a plus de 100 ans, l'âge très ancien, on ne le connaissait pas, et on n'avait même pas de notion de préhistoire sur une échelle de temps aussi longue qu'on la connaît aujourd'hui. On n'avait pas de méthode de datation, et en particulier en ce qui concerne l'Aféracien, même s'il y a des âges qui sont annoncés dans des articles scientifiques parfois, ou répétés dans des articles scientifiques, il n'y a pas encore eu de travaux de datation précis sur le site de l'Aféracie. Donc c'est extrêmement important d'être capable de le faire en étant au plus proche des restes qu'on a pu découvrir il y a longtemps. Donc ça, c'était le travail sur l'Aféracien, qui a été une première étape nous permettant de mieux comprendre le contexte de ce spécimen-là, mieux comprendre ce qui lui était arrivé. Et puis on a continué à travailler sur les autres restes humains qui étaient dans les collections, qui sont aujourd'hui dans les collections. Ils sont 3 niveaux en dessous de vos pieds en ce moment. Tous les fossiles humains sont conservés ici. Et un autre spécimen qui nous a intéressés, c'est l'Aféracie 8, dont voici une boîte avec une partie de ce qui est conservé, dont son os occipital, qui est assez bien conservé pour un crâne d'enfant. Et puis, associé à cet enfant, dans la boîte, au moins qui contenait des os, on a découvert 7 dents. On n'a pas vraiment découvert, on a juste réouvert la boîte où était contenu l'enfant, et il y avait 7 dents. Il n'y a pas besoin d'être un très grand spécialiste pour voir que ça ressemble à une dent, que c'est très probablement humain. Et on arrive aussi assez clairement à voir que c'est une dent néandertalienne de par la forme de la racine. Donc on avait cette dent dans une boîte néandertalienne, et pourtant aucune mention de cette dent néandertalienne dans aucun article scientifique. En fait, elle avait été oubliée depuis qu'elle avait été découverte. Ce qui fait qu'on s'est donné une petite mission, essayer de clarifier ça. C'est toujours sympa de trouver un spécimen en plus, même s'il n'est représenté que par une dent. Et donc, en partant du muséum et des collections du muséum, on est allé au musée d'archéologie nationale pour essayer d'avoir des informations sur cette dent. Alors, cette dent, clairement, elle était associée à l'Aféracie 8, c'était dans la même boîte. Le squelette avait été trouvé dans les fouilles des années 70. Toutes les archives de ces fouilles-là sont au musée d'archéologie nationale. Donc, on y est allé pour étudier les carnets des fouilles, essayer de voir tous les comptes rendus, toutes les éventuelles photos qui pouvaient rester, et puis, le cas échéant, regarder si dans des caisses, il y avait des objets archéologiques qui seraient passés inaperçus, des restes humains, pourquoi pas, pour documenter encore un peu plus ce site de l'Aféracie. Alors, très rapidement, on a eu de la chance. Il y avait beaucoup de carnets de fouilles, parce qu'ils avaient fouillé, je vous l'ai dit, pour nettoyer le site. Donc tout le long de la surface exposée, ça fait plusieurs dizaines de mètres de longueur, et ils avaient décrit un grand nombre de carrés, il y avait 30 ou 40 carrés différents. Donc l'approche a été stratégique, il y avait un carnet avec écrit carré 1, j'ai commencé par ouvrir le carré 1, ça paraissait assez logique, face à des carrés numérotés 50, 60 et tout, faisons dans l'ordre, et assez rapidement, en déroulant les informations pour le carré 1, on a vu ce qui est là surligné en bleu, 168, donc le même numéro qui était marqué à l'encre sur la dent, dent humaine. Ce n'était pas un grand exploit, c'était déjà écrit dans le carnet de fouilles, mais en fait, il se trouve que tous ces carnets de fouilles n'avaient pas été réexploités
après les années 73, après la fin des fouilles, et puis que la dent avait été oubliée dans les collections au muséum, donc personne n'avait fait le lien entre cette dent humaine, clairement identifiée à l'époque. Et ça, on est sûr. On a donc le nom du fouilleur, on a la date de la découverte, on connaît la couche aussi, parce qu'à ce moment-là, il fouillait dans une couche moustérienne, donc plein de détails. Et puis même un petit aspect historique, mais anecdotique. À l'époque, sur le chantier de fouilles, ils avaient même écrit une chanson pour fêter leurs travaux en cours, et il y avait un petit bout qui parlait de la dent trouvée à cette époque-là, et qu'ils avaient même fêté en disant que Ernest, le fouilleur, avait trouvé une quenotte, la quenotte à grand-père, que depuis on a arrosé. Donc ils avaient déjà à l'époque bien fêté ça, et malheureusement, en mettant la dent dans un tube, elle a été complètement oubliée jusque-là, jusqu'à temps qu'on revienne chercher cette dent humaine. Donc ça, c'était intéressant. C'est amusant d'avoir la chanson. Ce qui est intéressant pour nous en termes de réétude des données anciennes, c'est que ça nous certifie que c'est bien la dent qu'on cherchait, c'est le bon numéro. On a l'information sur le carré. On voit bien qu'à l'époque, il l'avait identifié, ce qui nous paraissait étrange quand même, qu'une dent aussi clairement humaine ait été ratée. Elle ne l'avait pas été, elle a juste été oubliée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tournant la page des fouilles, on continue, c'est donc des notes assez classiques de fouilles archéologiques où on note chaque objet qu'on découvre. Et en continuant à descendre, 168, c'était la dent en plus, et puis 219, fragments crâniens. Alors ça nous a intrigués, et clairement on a fait le lien rapidement, c'est que 219, c'était un des numéros marqués sur un fragment de pariétal de la Ferracie 8. On était là depuis à peine une heure, donc on avait déjà identifié d'où venait la dent humaine inconnue, et puis en plus on se rendait compte que ça provenait du même carré que le squelette assez bien conservé au musée de l'Homme de la Ferracie 8, puisqu'on avait un numéro qui correspondait à la même zone. Ce qui nous a amené rapidement à nous poser la question, bon, puisque nous sommes là, que nous avons déjà identifié nos dents, l'idée était de chercher dans toutes les caisses qui correspondaient au site de la Ferracie s'il y avait des restes en plus. Alors les fouilles de la Ferracie, ça a été des fouilles qui ont produit un enregistrement assez important parce que toutes les caisses en bois ici, tout le bas ici et toutes les caisses en plastique du fond sont des caisses de la Ferracie. Heureusement, on avait une indication, on savait que c'était dans le carré 1, que c'était les fouilles des années 70 et que c'était dans le niveau M. Ça nous a permis de chercher clairement ça parmi toutes les caisses qu'on pouvait avoir à observer. Et on a en effet observé un sachet avec exactement ces indications qu'on a ouvert, qu'on a étalé devant nous. Alors je suis désolé pour la qualité de la photo. Malheureusement ce jour-là, on pensait juste aller chercher des infos administratives et pas trouver quoi que ce soit. Donc on n'avait pas un bon appareil ni préparé ça. Et puis j'avais un téléphone portable pas adapté à l'époque visiblement. Ou alors c'est le stress. Parce que ce qui est à droite, ce ne sont que des restes humains néandertaliens. Des fragments de crâne, de cou d'un néandertalien. Ce qui n'arrive jamais en théorie. C'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Et finalement, notre chance, c'est que les fouilles des années 70, c'était terminé. Ils avaient tout mis en caisse, envoyé à Saint-Germain sans jamais réouvrir les sachets. Et que le fouilleur avait bien identifié la dent, mais par contre, il n'avait pas identifié ces tout petits fragments qui, en effet, sont humains, mais il faut peut-être maîtriser un peu mieux l'anatomie pour, quand on les prélève, arriver à les reconnaître. Alors ça, pour nous, c'était une chance inespérée. Au total, il y en avait 47 morceaux néandertaliens. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est même vraiment exceptionnel. Et puis, très bien préservé, vous voyez, une phalange très bien conservée, des fragments de côte, des morceaux de vertèbres. Toutes les photos en couleur, là, sont des morceaux qu'on avait identifiés. Alors évidemment, puisque c'est un enfant d'à peu près 2 ans, les zones ne sont pas complètement ossifiées, les sutures sont un peu ouvertes. C'est pour ça que les différents morceaux ne sont pas accrochés ensemble et qu'on n'a pas une énorme vertèbre facile à reconnaître, mais plutôt des petits morceaux, néanmoins bien complets. Des fragments de crâne. Alors là aussi, ça peut paraître anecdotique, mais le petit morceau qui est noté E, qui n'est pas le plus gros des morceaux qu'on a pu découvrir, est vraiment important pour nous dans notre démarche de reconnaissance et d'attribution des restes humains. C'est que ce petit morceau-là a un petit bout de suture qui recolle sur le petit bout de suture d'un des fragments qui étaient dans les collections ici.
Alors on n'avait pas trop de doute sur le fait qu'on était au même endroit, on commence à se poser la question, mais là, avec des sutures et des indentations, le fait qu'il y ait un contact certain entre deux fragments, c'est qu'on a bien le même individu. Et tous les ossements qu'on avait trouvés, de toute façon, correspondaient à un jeune enfant néandertalien. Un morceau de temporal, alors malheureusement un petit peu abîmé, vous voyez les petites cassures blanches qui correspondent à des cassures au moment de la fouille, parce que ça n'a pas dû être fait de manière totalement fine, ou peut-être que des morceaux de sédiments sont partis et que ça a cassé des petits morceaux, mais en tout cas un temporal d'enfant assez bien conservé. L'image que vous avez à droite, ce sont les canaux semi-circulaires, c'est à l'intérieur de l'os temporal, l'organe qui nous sert à l'équilibration, qui permet à notre cerveau de comprendre comment notre tête est positionnée dans l'espace. C'est une structure anatomique qui est intéressante, qu'on est ravi d'étudier grâce à l'imagerie aujourd'hui. Alors ravi parce que, vu que l'os temporal se conserve très bien parce qu'il est dense, quand on a un morceau de temporal ou quand on a un reste humain, il y a de bonnes chances que ce soit une dent ou un morceau de temporal. Donc c'est assez fréquent dans le registre. Et puis aussi parce que la forme de ces canaux semi-circulaires est très différente entre les Néandertaliens et Homo sapiens, ce qui fait qu'avec juste un tout petit bout comme ça, 1 cm², on arrive à identifier l'espèce. Donc là, vous avez un exemple de l'intérieur de cette oreille de Néandertalien. Caché aussi à l'intérieur, l'étrier qui était conservé. L'étrier, c'est donc ce petit os qui fait 3 mm sur 3. Hein. C'est ici, à l'intérieur de la coupe, vous voyez, on devine sa forme. On a pu le reconstituer en 3 dimensions. Et c'était intéressant parce qu'au moment où on l'a trouvé, celui-là, cet étrier de la Ferracie 8, c'était que le deuxième étrier néandertalien qu'on connaissait. Et on a eu pas mal de discussions avec l'évaluateur de notre article scientifique, quand on a proposé un article scientifique sur ce spécimen-là, parce que le premier qui avait été trouvé était considéré comme un étrier pathologique. Or, il avait parce qu'il ne ressemblait pas à la forme d'Homo sapiens. Le deuxième que nous trouvions avait la même forme que le premier, et le commentaire du relecteur était de dire le premier était pathologique, celui que vous avez trouvé est aussi pathologique. Et on n'était plus trop sûr du raisonnement, parce que quand c'est le deuxième qu'on trouve et qu'il est comme le premier, peut-être que l'erreur était de penser que la première identification était juste en considérant que c'était une maladie. Il se trouve que depuis, on en a trouvé une demi-douzaine et qu'ils ont tous la même forme. Et la vraie information qu'on a maintenant, c'est que l'étrier néandertalien, donc ce tout petit os qui fait 3 mm sur 3 mm, est très différent chez les néandertaliens par rapport à chez Homo sapiens, ce qui est finalement une information intéressante aussi pour arriver à bien identifier les différences entre espèces. Un fragment de mandibule avec une dent incluse à l'intérieur, la canine, qui était en train de pousser. Et voici une image de synthèse qui montre tout ce qu'on a pu faire. Alors l'image de gauche vous montre un étalé du squelette. Les zones en noir ou en gris sont les zones anatomiques qui ont été retrouvées en 1973, parce qu'en fait, les restes humains ont été retrouvés que lors des fouilles de 1973. En 1970, ils ne les ont pas identifiés. Ils les ont laissés dans les caisses qu'on a retrouvées après à Saint-Germain. Et en 1973, ils ont trouvé la fin du squelette. Ce sont les parties que vous voyez à gauche. À droite sont toutes les zones que nous, on a eu la chance de retrouver dans ces caisses qui ont permis de compléter assez largement le squelette. 47 nouveaux restes pour compléter un squelette, c'est pas si mal, et on a publié ça en 2015, ce qui fait que ça fait un corps d'enfant néandertalien assez complet, mais avec des disparités dans sa préservation, ce qui forcément nous amène à nous poser des questions. Vous voyez qu'on a des parties du crâne qui sont plutôt conservées, les zones en noir ou en gris au niveau du crâne. On a des vertèbres qui sont colorées des deux côtés, en 1973 ou en 2013. Le bassin est assez bien conservé aussi. Par contre, si on regarde les bras ou les jambes, de manière plus surprenante, il n'y a quasiment aucun reste des bras et des jambes. C'est curieux. Voyant l'état de conservation du reste, c'est pour ça qu'on s'est demandé qu'est-ce qui a bien pu arriver pour avoir une préservation aussi partielle de ce corps d'enfant néandertalien. Alors, vu son âge, ça peut être déjà une explication, néanmoins c'est quand même surprenant. Alors puisqu'on y était, j'y reviendrai après à cet aspect sur la Ferracie 8, mais puisqu'on était à Saint-Germain et qu'on avait commencé à chercher, et puis aussi un peu grisé par la chance que nous avions eue de trouver autant de résultats en une seule journée, on s'est dit que nous allions rechercher dans toutes les autres caisses pour voir s'il y avait d'autres restes humains.
Ça a été un peu plus long et fastidieux parce qu'il y en avait un très très grand nombre et que la technique scientifique est simplement d'aller chercher les caisses, de regarder les objets un par un et d'essayer de voir s'il y a un objet archéologique particulier intéressant, un reste humain identifiable, et puis le mettre de côté, essayer après de chercher un maximum d'informations. Vu le nombre de caisses, ça nous a pris un certain nombre de visites. Alors on l'a fait à plusieurs, à la fois parce qu'il y avait tellement de volume à chercher que c'était impossible de le faire tout seul, et puis aussi pour maximiser les compétences et les capacités que nous pouvions avoir. On travaille tous sur des restes humains, des fragments. Il y avait un chercheur aussi qui est spécialiste plutôt des animaux, donc qui connaît bien les différentes parties anatomiques, mais on a tendance à mieux voir ce qu'on connaît et à moins bien voir ce qu'on ignore. Ce qui fait que le fait d'être plusieurs, c'était une approche qui était extrêmement intéressante pour augmenter nos capacités de reconnaissance. Et on a eu cette approche qui était de dire, on regarde tous, à chaque fois qu'on a un doute, il ne faut pas avoir honte de le montrer à quelqu'un d'autre et on verra bien si c'est un reste humain ou pas. Peu importe, on peut tous se tromper, il n'y a pas de jugement de valeur. L'idée, c'est de faire qu'on ait le plus de chances de trouver des choses. Et ça n'a pas si mal marché parce qu'on a trouvé finalement plusieurs restes humains en plus, 3 dents différentes, ce qui n'est pas si mal. Et je vous dis que ça a été une approche intéressante. Justement, notre collègue qui est très fort, qui a vraiment l'habitude de voir des tas de collections, avait dans les mains une dent, et c'est la seule fois où il a eu un doute qu'il a failli ranger. Et c'est vraiment par hasard qu'on l'a reprise et qu'on l'a remise entre nous. Il pensait que c'était une dent d'ours, parce qu'il y a des ressemblances sur certaines dents assez nettes, parce qu'elle était fragmentaire, et en fait non, c'était une dent néandertalienne. Donc ça valait le coup de continuer à réviser ces collections. Puisqu'on avait donc ces dents qui étaient identifiées, on avait aussi les carnets de fouilles et puis les boîtes qui nous permettaient d'avoir des informations sur leur zone de découverte dans le site. Ça nous a permis de les repositionner. Donc ces 3 dents sont les 3 points rouges, les 3 dents qui sont au-dessus et les 3 points rouges dans le site sur une photo qui date de 1973, qui a été reconstituée à partir de plusieurs photos. Sur des couches très anciennes, évidemment. Plus on est bas dans les niveaux archéologiques, plus ce sont des époques anciennes. On a fait un travail d'analyse de ces dents-là, et puis on a réétudié aussi 3 autres dents qui avaient été trouvées par d'autres collègues dans les collections, qui étaient ce coup-ci aux Zézis. On a aussi été revoir les collections aux Zézis, et puis celles qui étaient aussi à Bordeaux. Notre objectif, c'était d'essayer de faire vraiment le tour de tout ce qui existait sur la Ferracie, pour être certain d'avoir le plus d'informations possible sur le site de la Ferracie. Et donc ces dents, on les a étudiées par un ensemble de techniques différentes, et ça nous a permis de les analyser dans le détail, de mettre en accès libre les modèles et les données d'imagerie pour les autres chercheurs, et puis d'identifier plusieurs dents néandertaliennes en plus, une dent dans un niveau châtel-peyronien. Alors ce sera intéressant de continuer à travailler sur son contexte, parce que c'est toujours intéressant cette période. Et donc on a publié ça en 2018, je crois, pour décrire ces nouveaux restes humains. Et d'ailleurs, vous voyez la numérotation, on a révisé la numérotation des restes humains à la Ferracie. On a donc un des fossiles qui vient de la grotte, c'est celui qu'on appelle LFG1, mais là on en est jusqu'à la Ferracie 12. On augmente un petit peu notre connaissance de la Ferracie. Néanmoins, ceci fait, alors ça a été une partie de travail qui a pris du temps, parce qu'il a fallu travailler à plusieurs, en passant beaucoup de temps sur ces caisses pour essayer de trouver, au final, 3 dents de plus. Bon, ça valait le coup quand même. Néanmoins, on avait encore des questions ouvertes sur la Ferracie 8. La Ferracie 8, vous le voyez là, tel qu'il est conservé dans les collections. La question principale était... une des premières réponses qu'on a apportées en amont, ça a été de situer exactement son origine dans le site, parce que les publications sur sa découverte n'étaient pas extrêmement explicites sur l'emplacement précis dans le gisement. Alors, grâce aux photos d'archives, on a pu approcher un petit peu ça, déjà, et puis surtout, les indications des carnets de fouilles, la comparaison des différentes données iconographiques ont permis de mieux comprendre
les différentes zones qui ont été fouillées dans le site. Il n'y avait pas non plus d'informations sur exactement ce qui s'était passé dans les années 70, quelles zones avaient été dégagées, sur quelle épaisseur, etc. Donc ça, on a réussi à le documenter beaucoup mieux. Et puis identifier clairement l'endroit où avait été trouvé l'enfant. Ça correspond à la flèche verte en haut à droite. À la flèche rouge en bas à droite ce coup-ci, qui est donc la tranchée que vous voyez là. En fait, la tranchée, c'est la tranchée qui a été faite en 1970. On a retrouvé une lettre disant « Bon, tout en bas de la stratigraphie, ça nous intéresse moins. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les niveaux du dessus. Donc, on va faire une tranchée dans l'autre sens pour voir justement en coupe dans l'autre sens les différents niveaux archéologiques. » Ils ont donc fait cette tranchée. C'est à ce moment-là qu'ils sont passés à travers les restes humains que nous, on a eu la chance de retrouver. Donc, c'est une certaine chance parce que toutes les informations ont été consignées, ça nous a permis de le comprendre. Mais là encore, vous voyez, même à des périodes assez récentes, quand on fait des fouilles, parfois, on a un objectif et on passe à côté de quelque chose qui était pourtant extrêmement évident. Ils ont raté 50 morceaux du crâne et du cou d'un enfant néandertalien. On a retrouvé quelques photos au moment de 1973 où ils découvraient le reste du squelette. Donc vous avez ici notre fameux fouilleur, Ernest, qui avait trouvé la première dent et puis après, sans le savoir, en 70, la tête et le cou du néandertalien qui se trouvait là où il est assis. Et puis en 1973, la suite de cet enfant-là, avec l'os occipital, qui est clairement visible en bas sur une des dernières photos. Voilà. Et puis plusieurs dents qui ont été reposées là pour les photos pour le montrer. Donc à partir de ces images-là, on avait bien situé l'endroit d'où venait le fossile, on avait les carnets de fouilles. À partir des carnets de fouilles, on avait toutes les indications sur les objets qui avaient été prélevés, ce qui nous permettait de reconstruire en 3D, a posteriori, une stratigraphie, une image de comment les objets archéologiques étaient disposés dans cette zone-là. Et ça nous a intrigués, c'est le résultat que vous avez là dans les trois sens, dans les trois orientations. Regardez en particulier l'image du bas. Ce qui était étonnant, c'est que il y avait donc ces restes associés à l'enfant qui faisaient un bloc, qui faisait une sorte de poche archéologique, et puis un vide au-dessus et en dessous. Alors, un vide dans des relevés archéologiques, ça peut être simplement lié au fait qu'on a arrêté de prendre les notes, donc il peut y avoir un biais. Mais justement, en lisant les carnets de fouilles, il était vraiment écrit qu'au-dessus et en dessous, il n'y avait rien, aucun reste archéologique dans ce niveau-là. Ce qui est assez inattendu, puisqu'il y avait donc l'enfant qui a été trouvé entre les deux. Ce qui nous a amené à essayer de retourner sur le site de la Ferracie pour voir l'environnement, pour éventuellement continuer à chercher, et par chance, on l'espérait fortement, retrouver les bras et les jambes de l'enfant. Je spoil déjà la chute, on n'a pas retrouvé le reste de l'enfant malheureusement. Néanmoins, c'était intéressant d'y aller. Voici donc des vues de la Ferracie lors des fouilles qui avaient lieu à cette époque-là. Et les fouilles avaient à ce moment-là pour objectif de réévaluer l'endroit où avait été trouvé la Ferracie 1 et la Ferracie 2. Les deux premiers squelettes, ils venaient de cette zone-là. Et nous, la Ferracie 8 venait de cette zone ici. Donc on a profité en fait des fouilles en cours dans le reste du site pour nous greffer et fouiller cette zone, ce qui d'un point de vue stratégique, administratif et puis technique était très avantageux pour nous. On n'avait pas besoin de monter une deuxième mission. Et puis on bénéficiait des compétences et des gens qui étaient disponibles à cette époque-là pour nous aider à travailler sur cette toute petite zone, ce tout petit carré ici, avec l'espoir d'y trouver quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrivait là-bas alors qu'avaient lieu des fouilles menées par des chercheurs très reconnus d'un point de vue international, avec des approches un peu différentes de la discipline. Alors, le responsable, c'était Alain Turc, qui travaille à Bordeaux, qui nous a accueillis avec beaucoup de sympathie, mais plusieurs des autres chercheurs, dont Harold Diebel, qui est là au milieu, voilà, font partie de l'école anglo-saxonne qui est plus sceptique sur les capacités des néandertaliens, qui sont moins à même d'accepter le fait qu'ils aient pu utiliser des matériaux complexes, avoir des techniques un peu complexes, et puis surtout avoir enterré leurs morts. Et d'ailleurs, ils étaient là pour revoir le contexte de la Ferracie 1 et 2 avec l'idée d'arriver à montrer qu'il n'y avait pas de traces d'enfouissement volontaire. Donc quand on est arrivé en disant « nous, on vient voir le contexte de la Ferracie 8 »,
en ayant beaucoup d'indications que c'est un enfouissement volontaire et en espérant en avoir plus pour discuter de ça, dès le début, ça a été un sujet de conversation assez musclé, mais c'était agréable justement d'avoir des échanges. Donc des photos du site. En haut à gauche, vous avez toute la zone fouillée pour essayer de retrouver des informations sur la Ferracie 1 et la Ferracie 2. Le problème, justement, c'est que ces fouilles s'étant terminées en 1922, forcément, ce qui reste, c'est le vide autour des endroits où ont été découverts les squelettes. Ce qui fait que forcément, on a peu d'indications, peu d'informations, et elles sont encore plus limitées si on imagine que, justement, les humains ont réellement creusé à cette époque-là quelque chose. Ce qu'on retrouve, c'est en dessous de ce qu'ils avaient creusé, et c'est donc d'autres niveaux encore plus anciens. Donc ça rend vraiment compliqué la possibilité de trouver des informations. On a eu finalement le même problème avec nos recherches, nous, sur la Ferracie 8. Alors, les informations qu'on avait en arrivant, c'était qu'on connaissait déjà la position du corps. Vous voyez le plan qu'on avait pu faire à l'échelle avec les restes humains qui étaient à peu près situés. C'est très difficile à manier sur l'écran, ce truc. Voilà, les restes humains qui étaient placés, la position du corps et tout. Donc, on avait déjà une bonne indication en arrivant, ce qui fait qu'on savait qu'on espérait trouver des choses par ici et puis au-dessus en continuant à fouiller. On l'a fait minutieusement. On a aussi fait des prélèvements géologiques pour effectuer diverses analyses. Alors, ce qui était sympa, c'est qu'il y a eu plein de publics qui étaient là l'été, donc ça a été un petit peu un chantier école. En plus, ça s'y prêtait bien avec notre petit trou qui était juste derrière le mur de protection. Des touristes étaient ravis de venir voir ce qu'on faisait. On a trouvé un petit quelque chose quand même, un fragment de dent que vous voyez en bas à droite en photo. Ce fragment de dent qui devient finalement la Ferracie 13 et un fragment de molaire inférieure gauche néandertalienne. L'anatomie permet de le certifier. C'était un petit apport en plus. Malheureusement, rien d'autre. Aucun autre reste, simplement parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on a fouillé au final, c'était les déblais de sédiments qui venaient des fouilles antérieures. Quand ils ont eu fini de fouiller en 1973, ils ont complètement comblé la zone, et puis il y a des choses qui sont tombées, du sédiment. Par hasard, ce fragment de dent qui était peut-être sur un des côtés ou qui n'avait pas identifié est resté là aussi, on a eu la chance de le trouver, mais finalement, à niveau archéologique stérile, ce qu'on a trouvé assez vite, c'est un support de dalles calcaires qui correspondait à des couches antérieures à l'arrivée des humains dans le site. Néanmoins, on a voulu essayer de conforter nos données, avoir plus d'informations en effectuant tout un ensemble d'analyses, des datations carbone, des analyses zoom, c'est-à-dire des protéines, et puis des analyses d'ADN ancien sur différents fragments. Je vous en prie. La stratégie était d'essayer de comprendre le contexte d'enfouissement de cet enfant-là. On avait donc ces deux zones en gris sur la stratigraphie. Bref, les deux zones en gris que vous voyez en bas, stériles, et notre intérêt était de comprendre les dates du corps de l'enfant. C'est pour ça que les points jaunes sont représentés là, correspondent à des objets qu'on a datés. Et puis on a daté aussi le sédiment à côté de l'enfant, ce sont les points bleus, avec des datations par la technique OSL. L'idée, c'est de bien contextualiser et d'avoir tout un ensemble d'informations et d'âges les uns à côté des autres. À synthèse des résultats, premier résultat, c'est qu'on a déjà réussi à bien comprendre comment ils avaient fouillé à l'époque le site archéologique entre 70 et 73, parce que c'est vrai que ça nous semblait mystérieux d'avoir un corps d'enfant à peu près bien conservé dans nos collections. D'aller à Saint-Germain, de trouver à nouveau des restes d'enfants, c'était un peu étonnant. Alors on l'a compris parce que justement ils avaient fait cette tranchée dans un autre objectif et qu'ils avaient raté des restes d'enfants parce qu'on était juste sur peu de restes finalement. Et puis on a pu fouiller, étendre la fouille quand même au-dessus, sur les côtés, pour mieux contextualiser. Toute la zone en violet, c'est nous qui l'avons fouillée en 2014, ce qui permettait de mieux comprendre quand même tout le contexte autour de l'enfant. On a bien repositionné le corps de l'enfant, alors évidemment dans le vide, puisque le sédiment ayant été fouillé, on n'était plus capable de le contextualiser précisément, c'était trop tard. Néanmoins, on a pu le positionner.
Identifier certains objets de manière intéressante, ça c'est un des travaux qu'on va avoir à mener maintenant. On a retrouvé une cheville osseuse de corne de bison associée à l'enfant. Donc c'est la base, et probablement la corne, mais qui ne s'est pas fossilisée, qui était posée, c'est ce que vous voyez en rouge sur l'image là, le long du corps de l'enfant, exactement au même niveau que lui, dans la même orientation que le corps de l'enfant. Ça c'est un sujet complexe à interpréter, parce qu'évidemment c'est un objet archéologique. Ils mangeaient du bison à l'époque. On a plein de restes de faune. Là où c'est un objet particulier, c'est que c'est le seul reste associé à l'enfant qui soit bien conservé. Tous les autres sont des fragments qui font quelques centimètres. 90% des objets font 1 centimètre et sont des morceaux qui ont été très découpés et brûlés. Et là, on a un objet qui est grand comme ça et qui est bien conservé. C'est le seul associé à l'enfant. C'est un bon exemple de la difficulté d'interpréter les objets, de comprendre les comportements. C'est que cet objet, qui est d'un point de vue archéologique extrêmement particulier par rapport au reste, on se pose la question de comment l'interpréter. Donc on est en train de faire des analyses, des datations dessus pour voir s'il est vraiment contemporain. S'il y a un écart, on pourra imaginer qu'il a été déposé, mais qu'il était plus ancien. Si c'est le même âge, ce sera intéressant pour essayer d'aller plus loin dans notre réflexion. Ça, c'est un aspect qui reste encore ouvert. Autre aspect encore ouvert, c'est la préservation de l'enfant. Vous voyez sur la photo qui vous est montrée là du corps, finalement, on a une conservation très bonne pour un enfant depuis le bassin jusqu'en haut de la tête, mais il y a des parties manquantes. Ça reste complètement ouvert, puisqu'on n'a pas pu bien identifier le remplissage archéologique. On n'est pas certain que tout ce qui était en dessous du bassin n'a pas été complètement remanié, détruit au cours des millénaires. C'est une possibilité. La même chose pour les bras qui étaient sur les côtés. Par exemple, ils ont trouvé ce corps-là dans les années 70, mais la fouille avait duré jusqu'en 22, juste à côté du corps. Peut-être que dans les années 20, ils avaient déjà enlevé une partie du corps humain sans s'en rendre compte, et peut-être qu'une partie des membres sont passés ici. Ça, malheureusement, on n'aura jamais d'éléments de réponse. Mais on a quand même des informations intéressantes et importantes sur cet enfant-là. La conservation osseuse, la taphonomie, la préservation des restes humains est clairement excellente, très très bonne, à part les parties manquantes. Mais surtout, elle est vraiment distincte de la préservation des restes de faune qui ont été retrouvés associés. Des restes d'animaux qui ont été mangés, qui étaient consommés, qui sont tombés dans le trou avec l'enfant, alors que l'enfant, lui, est extrêmement bien préservé. Ce qui est remarquable aussi, c'est que notre couche, elle a un pendage, c'est-à-dire une orientation qui est différente de tous les niveaux archéologiques à cet endroit-là. Toutes les couches sont orientées de la même manière, et la couche qui contient l'enfant, ou au moins la poche archéologique, est dans l'autre sens. Ce qui ne peut pas arriver d'un point de vue naturel, ou alors il faudrait qu'en dessous, ce soit aussi en pendage dans l'autre sens, et ce n'est pas le cas. La couche géologique dans l'ensemble qui entoure l'enfant va dans le même sens que les couches qui sont au-dessus. Et puis le fait d'avoir un niveau sans rien au-dessus et en dessous, c'est extrêmement surprenant. Ça fait un vide archéologique qui est étonnant. Ce qui est remarquable aussi sont les âges que nous avons pu obtenir et qui amènent vraiment un élément fort à notre discussion, à notre réflexion. On a obtenu des âges autour de 40 000 ans, dont une datation directe sur un tout petit morceau d'humain qui a été reconnu grâce aux analyses génétiques et des protéines. Ce petit fragment a 41,3 avec une marge d'erreur. Donc il est daté autour de 41 000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les âges obtenus sur les couches géologiques vous sont montrés à gauche. 41 000 ans, autour de 40 et quelques mille ans, ça correspond à la couche qui est largement au-dessus d'un point de vue géologique, alors que la couche qui est à côté de l'enfant, sont les points 3 ou 4, on est à une période beaucoup plus ancienne. On a un sédiment, quand on est à côté, qui a vu la lumière 20 000 ans avant que l'enfant n'a été enterré. Donc forcément, c'est très étonnant d'avoir cette discontinuité, surtout que les âges associés à l'enfant, dont l'âge de l'enfant, correspondent en fait aux âges qu'on obtient sur les objets, les restes d'animaux qu'on prélève dans la couche qui est située au-dessus, la couche archéologique retrouvée de manière normale au-dessus. Vous voyez tous les âges qui sont en jaune en haut. Ce qui fait que tous ces éléments-là, ils plaident vraiment clairement pour un enfouissement volontaire, pour le fait qu'un trou a été fait, l'enfant a été déposé, que le trou a été comblé avec tout ce qui était autour, d'où la présence de restes d'animaux avec,
et puis reboucher après avec divers sédiments, ce qui explique aussi le sédiment stérile. Ils ont creusé dans quelque chose de stérile au départ, donc sans rien, aucune présence humaine, et ils l'ont remis en partie au-dessus de l'enfant aussi, ce qui explique en partie la couche stérile. Et c'est sur cette base-là qu'on est arrivé à la conclusion qu'on avait vraiment un acte voulu par les Néandertaliens. Alors la discussion avec nos collègues sur le site n'est pas allée jusqu'au bout, ou alors c'est terminé presque de manière naturelle. On a essayé d'échanger beaucoup avec les chercheurs qui étaient sur place, qui ont une approche un peu différente. Là, notre propos, le travail qu'on a voulu mener, c'était obtenir le maximum d'informations archéologiques, utiliser toutes les techniques disponibles pour avoir des données scientifiques et essayer de les interpréter après. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter là. On a vraiment des indices forts qui nous montrent que l'enfant n'est pas arrivé naturellement et qu'il s'est passé quelque chose de complexe et que c'est probablement les Néandertaliens, c'est même certainement les humains qui l'ont enterré. Nos collègues anglo-saxons, eux, ont une vision qui est à l'opposé. Ils partent du principe qu'il faudrait arriver à démontrer de manière certaine que c'est une sépulture avec plein d'éléments évidents, retrouver le trou parfaitement conservé. Alors évidemment, quand on repasse 50 ans après, on ne peut pas retrouver le trou s'il a été fouillé en 70. Puis de toute façon, un trou qui a été fait il y a 40 000 ans, on n'est pas certain d'être capable de le reconnaître très longtemps après. Que le corps soit associé à des restes très particuliers, clairement identifiables, avec une orientation qui serait différente, que le sédiment retrouvé associé à l'enfant soit différent de la couche géologique, ce qui est particulier comme idée, puisqu'on creuse forcément à l'endroit où on est, donc il n'y a pas de raison que le sédiment soit différent. En fait, ils font tout un listing de conditions qui ne sont pas possibles d'un point de vue archéologique, qu'on ne peut pas reconnaître, et donc qui font qu'on ne peut même pas avoir une discussion sur les interprétations qu'on peut avoir. Donc on est resté là avec ces collègues-là, on s'est séparés en se disant qu'on n'était pas d'accord sur l'approche. Depuis, ils n'ont pas critiqué nos résultats, ce qui est plutôt bon signe, ça montre que notre raisonnement était peut-être quand même assez solide. Et puis nous, ça nous ouvre d'autres perspectives. Alors je vous disais, c'est ce qu'on a représenté un petit peu dans ce dessin-là qui a été fait par Emmanuel Roudier pour un livre qu'on a fait ensemble. L'objectif, c'était un peu d'illustrer le site de la Ferracie. Ce qui est intéressant aujourd'hui comme indice, et ce qu'on va essayer d'explorer maintenant, c'est à la fois ce que peut être cette cheville osseuse associée à l'enfant. Alors, je suis certain qu'on n'arrivera pas à une conclusion certaine, très ferme, disant que c'est un acte symbolique et que cette corne représente quelque chose, parce que c'est quasiment impossible. C'est une projection, forcément, d'arriver à identifier un objet symbolique chez des Néandertaliens en n'ayant aucune trace historique directe. Donc, on va essayer au moins d'être sérieux et d'avoir le plus de données scientifiques pour essayer d'interpréter ou au moins discuter comment interpréter ce genre d'objet particulier. Et puis l'autre travail, ça va être maintenant de mieux comprendre aussi l'organisation du site de la Ferracie. Dans les questions intéressantes ouvertes, il y a le fait que ces corps humains ont été enterrés clairement dans l'endroit où vivaient les Néandertaliens. Donc il va falloir travailler pour essayer de mieux saisir ça avec toutes les données archéologiques, géologiques qu'on peut avoir pour bien comprendre la contemporanéité des niveaux d'occupation et des corps. Puisqu'évidemment, ils ont enterré dans l'endroit où ils vivaient, mais ils ont creusé, donc essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, dans quel ordre. C'est pour ça qu'on a beaucoup de traces de foyers, d'ailleurs, dans les restes, à côté des restes humains. Et puis comprendre l'éventuelle contemporanéité ou coordination entre les corps humains. Les premiers résultats qu'on a pour la Ferracie obtenus sur le sédiment donnent des âges autour de 42 000 ans aussi, comme pour l'enfant de la Ferracie 8. Donc ça, c'est vraiment une perspective intéressante d'essayer de mieux comprendre si les corps sont contemporains, au moins à l'échelle archéologique, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce site-là, mieux saisir si les Néandertaliens sont arrivés à la Ferracie, ont vécu longtemps, ou si ça a été finalement un habitat pour un grand groupe qui est resté là un petit moment. Alors le potentiel à la Ferracie est gigantesque parce que seulement la moitié du sédiment a été fouillé, donc vous imaginez ce qui resterait à faire sur un site pareil. Aujourd'hui, il n'est pas question de recommencer des fouilles d'une telle ampleur, c'est impossible. Et puis, avec les techniques d'aujourd'hui, si on commençait à attaquer les grandes coupes telles qu'on les connaît sur les sites aujourd'hui, il nous faudrait
des années, voire des dizaines d'années avant d'atteindre les niveaux moustériens. Donc ce n'est pas d'actualité d'arriver à fouiller là-bas pour avoir plus d'informations sur les Néandertaliens. On espère que ce sont les collections qui sont ici, les restes humains, les restes de faune associés, les sédiments et puis les nouvelles technologies dont on dispose aujourd'hui qui vont nous permettre d'aller plus loin et de mieux comprendre ces Néandertaliens. J'ai fini sur la ferracie. Je rajoute 2-3 mots sur d'autres choses. J'ai un projet de recherche en ce moment qui est en partie lié aux Néandertaliens quand même, sur l'évolution du cerveau. Alors, ça peut paraître ambitieux parce qu'évidemment, on ne retrouve pas des cerveaux fossilisés. Néanmoins, il y a plusieurs approches complémentaires qui vont nous permettre d'essayer de mieux comprendre ce qui se passait dans la tête des Néandertaliens, au moins d'un point de vue anatomique. La première approche, ça va être de faire de l'imagerie sur des volontaires aujourd'hui, on a commencé à le faire, pour mieux comprendre la correspondance entre le cerveau et les marques laissées par le cerveau à l'intérieur du crâne. On voit des marques à l'intérieur du crâne qui sont vraiment reliées au cerveau, ça on en est certain, mais on n'a pas encore un bon atlas anatomique qui nous permette de directement corréler ces formes qu'on observe avec la forme du cerveau. Donc l'objectif principal du projet, c'est ça, c'est de partir de nos fossiles pour reconstituer virtuellement un cerveau tout au bout à droite. Donc ça, ce sera pour dans quelques années. Et puis on mène aussi en parallèle des travaux comportementaux sur la latéralité, sur les mêmes volontaires, pour mieux comprendre le lien entre les capacités manuelles, le fait d'être droitier ou gaucher, mais surtout le détail des différentes actions qu'on peut faire avec nos mains, nos capacités physiques aussi, nos forces, nos précisions, et les asymétries du cerveau, avec l'objectif aussi d'essayer de mieux comprendre l'anatomie du cerveau des Néandertaliens à la fin du projet. Donc ça, c'est palpitant et c'est une approche un peu différente pour essayer de mieux comprendre les Néandertaliens. Il y a tous les aspects archéologiques qu'on peut poursuivre pour la ferracie. Et puis là, en l'occurrence, grâce à l'anatomie, on va essayer de mieux comprendre aussi le corps, la biologie des squelettes de la ferracie. Et puis, dernier petit aspect, alors pour faire un petit peu de publicité pour mes productions, les dessins que vous avez vus d'Emmanuel Roudier, c'était dans ce livre qui était Néandertal que nous avons fait ensemble. Et puis, j'ai un autre ouvrage qui est sorti la semaine dernière chez Talandier qui parle de toute l'histoire de l'humanité, au moins j'essaye. Et puis surtout, ce que je voulais ajouter, alors c'est des remerciements pour tous les collaborateurs, tous les chercheurs qui ont travaillé avec moi sur la ferracie. Vous avez vu dans les photos ou dans les listes d'auteurs des articles, nous étions extrêmement nombreux et c'était vraiment un souhait d'augmenter les capacités, les compétences, les techniques, les approches pour avoir le plus de résultats possible. Remercier aussi la Société des Amis de m'avoir invité parce que c'est un grand plaisir toujours de pouvoir présenter ce que nous faisons au muséum en le faisant ici. Et c'est finalement assez rare et heureusement que vous êtes là pour nous donner cette opportunité-là. Et puis en ce qui concerne la diffusion des connaissances aussi, je voulais finir sur un aspect particulier. En haut à gauche, vous avez le lien vers mon site internet. Ce n'est pas indispensable d'aller tout voir, mais en tout cas, si vous cherchez des informations sur la préhistoire, n'hésitez pas à vous référer à ça. Un exemple que j'aime bien donner souvent, c'est qu'il y a quelques années, on m'a proposé de relire un livre scientifique fait par des journalistes qui avaient cherché des informations à droite à gauche. Et un des auteurs avait fait son chapitre sur Homo erectus. J'ai fait ma thèse sur Homo erectus, j'ai fait un postdoc sur Homo erectus, je connais un petit peu. Et dans son article, il y avait pas mal de choses qui étaient clairement fausses, qu'il avait prises sur Wikipédia. Alors, dans l'absolu, Wikipédia, c'est une source d'information, on l'utilise tous, c'est certain. Moi, je le fais régulièrement. Par contre, il faut avoir conscience de ce qu'on peut obtenir de Wikipédia. Des informations générales, des idées, des premières pistes, Wikipédia sert à ça. Des informations scientifiques précises, Wikipédia ne sert pas à ça. Et là, j'ai eu la preuve parce que justement, je suis allé voir la page Homo erectus de Wikipédia qui citait plusieurs de mes articles, mais de manière erronée. Donc j'ai voulu corriger la page Wikipédia en mettant en plus que c'était moi qui avais fait ces travaux-là. Et bien, j'ai été recorrigé sur Wikipédia. Il y a un rédacteur expert qui avait fait 508 000 articles sur Wikipédia qui disait que non, pas du tout. Il avait bien lu les articles de Balzo et que Balzo ne disait pas ça. Et j'ai eu beau lui dire que j'étais Balzo et que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il avait lu de mes articles et que je savais ce que j'avais écrit, il est resté des petites informations scientifiques fausses sur Homo erectus. Et c'est pour ça que sur mon site internet, dans les pages
plutôt caché de diffusion des connaissances, j'ai voulu mettre plein d'informations très précises, très factuelles. Et quand je regarde sur Google Analytics quelles pages de mon site sont visitées, ce n'est pas les pages qui parlent de ce que je fais moi, mais plutôt toutes ces pages d'informations scientifiques. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention quand on cherche des informations sur Internet, sourcer, recroiser les informations pour qu'elles aient de la valeur et qu'on ait vraiment une information scientifique solide quand on essaye de parler d'un sujet. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions? Voilà, merci beaucoup pour cet exposé fort intéressant. Et nous allons passer aux questions. Alors, monsieur. Je commence. C'était vraiment très intéressant. J'ai deux petites questions. La première, c'est quelle est l'utilité de ce micro-os étrié? Alors, l'intérêt d'un point de vue biologique, c'est qu'il contribue à nos capacités de perception des sons. Il fait partie de la chaîne qui fait que le son passe de l'extérieur comme un message sonore à un message électrique à l'intérieur de notre cerveau. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Néanmoins, les travaux qui ont été faits sur l'ensemble de l'oreille semblent montrer que les Néandertaliens ou nous avons exactement les mêmes capacités sonores, ou au moins la même plage sonore d'audition. Donc, ça n'a pas un intérêt, ça ne nous montre pas une différence de capacité dans l'absolu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences anatomiques. Alors, on n'a pas encore retrouvé un site archéologique où on aurait juste un étrier qui serait la clé ultime pour découvrir quel était l'humain présent, mais on connaît un niveau châtel-pérronien dans lequel n'a été retrouvé qu'un os temporal, où justement la forme des canaux semi-circulaires a permis de montrer que c'était un néandertalien et que ça a été très important dans la discussion sur l'attribution du niveau aux néandertaliens. Donc, c'est aussi la finalité de ce genre de connaissances. Et ma deuxième question, c'est avec l'émail, avec les dents que vous avez trouvées, est-ce que vous avez pu identifier le sexe? Sur les dents isolées, juste sur la forme, non. Vous voyez, sur les 6 qu'on a trouvés, il n'y en a que 4 qui sont attribués avec certitude. En fait, c'est la limite des déterminations qu'on peut faire sur une seule zone anatomique, finalement, sur une dent isolée. C'est que même, on a fait plein de techniques différentes d'analyse sur ce qui est externe, interne, la forme de l'émail, etc. Il y a des recoupements entre espèces et des recoupements aussi entre hommes et femmes. Donc ça reste un peu limité. À terme, peut-être qu'on pourra utiliser la protéomique ou la génétique pour aller plus loin et mieux comprendre. L'intérêt, c'est que ça progresse tellement vite. Aujourd'hui, il faut tellement peu de matériaux que peut-être que bientôt, on passera le pas et on se dira que ça vaut le coup de sacrifier, d'utiliser une partie des restes humains qu'on a retrouvés pour avoir ces informations-là. Et donc, cet enfant, on ne sait pas si c'était une fille ou un garçon? L'enfant, non. Là, clairement, parce jusque-là, on n'a pas voulu utiliser un reste humain pour faire de l'ADN, parce qu'ils sont tellement fins, tellement bien conservés, mais tellement petits, qu'il faudrait sacrifier un bout de vertèbre pour le faire. Or, ces vertèbres pour des enfants de 2 ans néandertaliens, on n'en a pas beaucoup. Donc on est encore dans le bon équilibre à trouver pour faire ça. On avait un tout petit fragment qui a été identifié comme néandertalien grâce à l'ADN, mais c'était un bout tellement petit qu'ils ont juste eu comme indication c'est un bout néandertalien grâce à l'ADN et pas tout le code. Donc on n'a encore pas d'infos sur ça, mais peut-être bientôt. Bonjour, Monsieur Bazot, merci de votre conférence. Je suis archéozoologue. J'aurais aimé savoir si vous avez trouvé d'autres artefacts, d'autres espèces animales. Et puis une deuxième question, est-ce que d'autres fouilles seront entreprises plus tard sur ce site? Alors, associé à l'enfant, on a les grands animaux classiques du site de la Ferracie, du bison, du renne. Donc il n'y a rien de très surprenant. Surtout que c'est des restes alimentaires, donc on n'a pas été particulièrement étonné. Il y avait de l'ours aussi, identifié par la protéomique, enfin, rien de très, très étrange.
Et pour les fouilles, alors il y en a eu dans la continuité des fouilles jusqu'en 2014, mais qui ont concerné la grotte. Je vous disais, la grotte a livré des niveaux gravétiens, aurignaciens, qui coulent au-dessus du premier site. En fait, ce sont des sites indépendants, ou d'un point de vue archéologique, aujourd'hui, ce sont des sites indépendants. Évidemment, les humains habitaient dans la même zone, hein, mais justement, il n'y a pas un recouvrement exact et on a encore un peu du mal à comprendre la corrélation. Et puis surtout, les sites, ce site de la grotte et tout ce qui est en avant de la grotte montrent des niveaux d'occupation d'Homo sapiens extrêmement bien conservés et hyper intéressants. Donc c'est pour ça que les travaux continuent. Mais voilà, c'est vrai que des sites aussi grands, c'est aujourd'hui difficile de se lancer sur des fouilles de telle ampleur parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire aussi dans nos collections et sur les autres sites qui sont en cours de fouille. Oui, sur la diapo qui montrait que l'étrier néandertalien avait une forme particulière, est-ce qu'on retrouve ça sur les individus de Sima de los Huesos, qui sont les ancêtres très probables des néandertaliens ultérieurs? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des osselets qui ont... Oui. Je ne sais pas. Il en a été identifié, c'est certain. Ils ont fait la reconstitution de l'oreille interne avec des capacités sonores un peu à la marge, un petit peu différentes, mais même ordre. Mais alors, je ne suis pas capable de dire pour la forme de l'étrier. Il faudrait que je demande. Bonjour. Vous avez évoqué rapidement la datation que vous pensiez proposer pour la Ferracie 1, 42 000 ans. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que tous les vestiges fossiles de la Ferracie, de 1 à 8, sont datés entre 42 et 41 000 ans avant le présent? J'espère qu'on pourra répondre à la question bientôt. Pour le moment, ils ne sont pas datés, tous. Il n'y a que la Ferracie 8 qui était datée. Et la Ferracie 1, là, c'est le travail qu'on a en cours. On est en train de faire des analyses protéomiques sur les restes phoniques. Là encore, dans l'espoir d'identifier un reste humain, ce qui donnerait une date directe. C'est aussi l'intérêt d'avoir des dates directes. Les essais qui ont été faits jusque-là n'avaient pas marché sur la Ferracie 1 et la Ferracie 2, mais c'était il y a une dizaine d'années, donc peut-être un peu moins. Donc voilà, les progrès technologiques font qu'on peut espérer avoir des meilleurs résultats. Mais a priori, on n'a aucune idée a priori de l'âge de chacun, et c'est sûr que c'est extrêmement intéressant d'essayer d'approcher ça, d'arriver à voir s'ils étaient contemporains ou pas. Oui, autre question, vous avez évoqué le châtel-péronnien et le fait que vous aviez trouvé un vestige néandertalien dans une couche châtel-péronienne. Est-ce que vous considérez que c'est une preuve d'association entre Néandertal et le châtel-péronnien, une des rares qui puisse exister en France, avec Arcis-sur-Cure et Saint-Césaire? En fait, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que son âge était contemporain du châtel-péronnien. C'est pour ça que je pose la question. Ce qui était tout à fait voulu, parce que la difficulté, c'est que c'est quelques sites où on a des traces, nécessiterait qu'on arrive à refouiller ces niveaux de manière plus précise et avoir plus d'infos. À Saint-Césaire, c'est en cours. Ça apporte des données, mais pour le moment, qui sont aussi pas extrêmement claires. Oui, Saint-Césaire est discuté, donc il n'y a que Arcis-sur-Cure et peut-être vous, à la Ferracie, si vous le confirmez. En fait, j'allais prendre le problème à l'envers. C'est que jusque-là, à chaque fois qu'on a daté des restes humains à proximité du niveau châtel-péronnien ou qu'on a eu des âges de niveau châtel-péronnien et qu'on a eu des restes humains, c'était des restes néandertaliens. Donc on peut toujours débattre de la validité de ça, mais pour le moment, 100% des restes humains retrouvés en niveau châtel-péronnien ou à proximité ou contemporains sont des restes néandertaliens. Ce qui ne répond pas définitivement à la question, néanmoins, c'est ce qui est le plus juste scientifiquement aujourd'hui. Il y a toujours un doute, mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à temps qu'on trouve des restes d'Homo sapiens bien datés dans un niveau châtel-péronnien, on a plus de données qui semblent montrer que c'est néandertalien. D'autres questions? Beaucoup de datations de sites néandertaliens en France et au Proche-Orient sont anciennes et n'ont pas été revalidées récemment. Est-ce que vous pouvez avancer une datation
solide sur la plus ancienne sépulture néandertalienne que vous connaissiez en France et au Proche-Orient? Ah non. Moi, je peux pas. C'est vrai que c'est une limite. Oui, par exemple, en France, on a la chapelle aux Saints qui était autour de 60 000 ans, mais c'est une datation ancienne. Oui. Et surtout que. Le Regourdou, Roc de Marsal, mais ça n'a pas été daté récemment. Oui, c'est ça. C'est des datations anciennes et pas si claires que ça, même pour la chapelle ou les âges pour la ferracie qui tournait. Ils sont pas. Au Proche-Orient, Taboun, très discuté aussi. Oui. Ben, vous avez raison sur cet aspect-là. Il faudrait réussir à redater tout ou avoir quelque chose d'un peu plus homogène pour tout. Il y a eu toute une période là d'excitation sur les âges avec cette discussion, le plus ancien, le premier, le dernier, surtout sur la transition Néandertal-Sapiens, où avec des techniques de datation un peu différentes, on a eu régulièrement des nouveaux scoops d'un néandertalien plus récent, d'un homo sapiens plus vieux et tout, avec beaucoup de papiers qui ont été, ou des âges qui ont été invalidés après, justement, avec les nouvelles techniques. Là, on semble avoir des choses un peu plus régulières sur ce qui est fait récemment, avec cette chance que le carbone 14, maintenant, d'un point de vue technologique, permet d'aller plus loin dans le temps qu'avant. Donc ça permet d'être un peu plus précis pour des périodes plus anciennes. Et en fait, ce 42 000 ans, il est intéressant parce que si on regarde finalement les dates solides qu'on a et directes qu'on a sur des néandertaliens et qu'on cherche à savoir quels sont les plus récents, eh ben, ils sont tous autour de 42 à 40 000 ans. Toutes les dates plus récentes que cette époque-là pour des néandertaliens en Europe de l'Ouest ne tiennent plus. Aujourd'hui, elles ont été remises en question. Donc finalement, c'est plutôt ça qu'on est en train de documenter avec, à l'inverse aussi, des discussions ouvertes aujourd'hui sur l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, savoir à quelle époque c'est. Mais c'est certain que ça ne passera que par des choses plus homogènes dans les manières de faire entre les sites pour avoir des résultats plus robustes et pouvoir comparer les âges. Oui, vous venez d'évoquer l'inverse, c'est-à-dire les néandertaliens les plus récents. Alors, on n'a pas trouvé de fossiles néandertaliens de moins de 41 000 ans, comme vous le dites. En revanche, il y a des études qui proposent des niveaux châtel-péroniens plus récents, jusqu'à 30 000 ans, sur un site de Seine-et-Marne. Ah, là, je ne maîtrise ni bien le site, ni la datation du site, ni... Ouais. Et il y a le moustérien de Bizovaya en Russie, qui pourrait aussi être attribué à Néandertal, qui a été daté à 29 000 par Slimak. Là, on est dans les raisonnements où justement on interprète une donnée avec un contexte qui est forcément flou. Le moustérien, on en a entre... je ne sais pas, quelle est la première date d'un moustérien reconnu? C'est très très ancien et potentiellement donc des âges très récents. Et puis sur des zones qui vont presque de l'Afrique au bout de l'Asie. Donc arriver à dire qui a fait quoi simplement parce qu'on a du moustérien, c'est un peu osé en fait. On a du travail à faire encore pour mieux comprendre le contexte de tout ça. Donc mieux dater, et puis aussi une technique qui va être très intéressante pour ça, c'est les analyses ADN de sédiments. Je pense que ça, c'est un vrai potentiel pour ces sites où on ne sait pas qui était là, où il y a du moustérien ou du châtel-péronien ancien ou très vers l'est. Peut-être qu'en étudiant l'ADN des sédiments, on arrivera justement à reconnaître qui sont les fabricants de ces industries-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait des étriers à chaque fois dans chacun de ces sites pour arriver à répondre à la question. Bon, une dernière question. Dans la logique un petit peu précédente, est-ce qu'on pourrait donner une date approximative pour les plus vieux néandertaliens par rapport à Heidelbergensis? C'est toujours des dates assez floues. Et est-ce qu'il est possible de travailler là-dessus un jour? Oui, je peux même vous donner une réponse certaine, mais qui peut être discutée par tout le monde en fait. C'est une question d'appréciation de ce qu'on appelle les néandertaliens. Si on met les fossiles de Acima, de Huesos dedans, on a un âge du plus ancien, sont ceux-là. On n'est pas tous d'accord sur justement où on les met. Pour contextualiser, pour les gens moins spécialistes, une limite à cette question, c'est que ce qu'on appelle néandertalien, ça a été défini au départ sur un spécimen particulier, puis quelques autres, qui sont en fait tous des néandertaliens récents.
Et donc on a cette image qui est qu'un néandertalien doit ressembler à ceux de Feldhofer, de la Ferracie, et on a cette anatomie classique-là, ce qui fait que forcément, plus on remonte dans le temps et qu'on est à des époques de 200, voire 300, voire 400 000 ans, on a des fossiles avec une morphologie différente, et les paléoanthropologues vont avoir une acceptation différente de ce qui est proche ou pas de Néandertal. Moi, si on met la CIMA dedans, je suis d'accord. Si on dit que c'est encore la limite, je suis pourquoi pas d'accord aussi. C'est une variation différente. La question est toujours de savoir comment on définit d'un point de vue biologique nos espèces. Et si finalement, dans nos articles, dans nos productions, on l'explique clairement en disant qu'on le voit de là à là, il n'y a pas de vrai problème. Absolument. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir en Béotien s'il existe d'autres équipes en Europe centrale ou au Proche-Orient qui travaillent sur l'hypothèse d'un enfouissement de sépultures pour corroborer cette... Oui, en Israël, ils ont plein de sites, ils essayent de travailler sur ça. Il y a quelque temps, ils ont retrouvé une partie de corps néandertalien en plein air, et vraiment un site très isolé. Donc ça, c'était aussi intéressant, parce que souvent, quand on a retrouvé des corps, c'était plutôt dans des endroits un peu protégés ou à proximité de grottes. Alors, il faut faire attention avec ce genre de démonstration. On les trouve aussi là où ils sont conservés. Donc là, ils en ont trouvé un en plein air, donc c'est intéressant pour montrer un comportement différent. Et justement, ils posaient cette question de l'enfouissement volontaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces découvertes aujourd'hui, grâce au progrès technologique que l'on a pu avoir, on est capable d'enregistrer beaucoup plus d'informations et donc évidemment d'en tirer des données plus solides. Donc c'est plus robuste maintenant quand on essaye d'interpréter, juste par rapport aux déductions qu'on pouvait faire avant, qui n'étaient pas fausses. Dire qu'ils étaient enfouis volontairement à la Ferracie quand on a 7 corps assez complets de néandertaliens, ça ne paraît pas complètement aberrant, mais il faut pouvoir aussi le démontrer scientifiquement. Voilà, donc à bientôt et merci pour votre présence.